Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 113. J'espère que vous allez bien. Avec moi, du coup, Christophe. Toujours les fidèles au poste. Il fait chaud ici. Vous avez allumé le chauffage ou pas? Non. Quand je suis rentré dans la pièce, je trouvais qu'il faisait chaud. Mais moi, j'ai froid. Mais après, ça refroidit. Eh bah oui. C'est bizarre. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, une émission un peu chargée. Puisqu'on a pas mal de news, mine de rien. Et mine de crayon. 113 épisodes, 13 news. Du coup, 114, putain, ça va être chaud. Oh putain, ça va avoir du mal. Ça va commencer à être un petit peu chaud. De pire en pire la longueur des épisodes. Voilà. Bon, écoute, on va commencer direct. Direct, bim. Bim. Alors on va attaquer du coup. Merci Nico pour ton abonnement. Voilà. Alors on commence cet épisode, du coup, le titre n'était pas encore mis, par une news un petit peu business, marché du matériel. On va parler du cours de la RAM. Et oui, Jean-Michel. Ouais. Alors, que nous dit avec le cours de la RAM? L'emoji qui va bien. À la bourse. Non, alors je l'ai noté parce que c'est assez intéressant et significatif du marché actuel. Vous savez, le marché du laptop, Ouais. La RAM en fait en général, c'est toute la RAM. Hein. C'est pas que les laptops, les PC, c'est les mobiles, les tablettes, etc. Et c'est intéressant à suivre. Donc c'est DRAM Exchange, une plateforme qui suit notamment le cours de la mémoire, qui a fait une petite analyse sur le premier trimestre de 2019. Sachant qu'ils avaient déjà anticipé et prédit des baisses voilà, du prix. Là, c'était au-delà en fait des projections. Il y a à peu près 30% de baisse de prix. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal hein, sur le prix de tout ça. Alors pourquoi? Ça va être le moment de s'équiper. Et ça va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ça va continuer. Alors attendez. Et ils estiment que ça aura un impact durable en fait sur le marché de la mémoire en général. Les rames de bateau, absolument. Voilà, Floz, t'as tout compris. Alors pourquoi Rame de bateau. Alors, en fait, ce qui s'est passé principalement, c'est que il y a une production de RAM qui était toujours constante, et il y a eu une baisse de la demande, notamment parce que tous les intégrateurs en fait étaient en manque de processeurs. Il y a eu une grosse pénurie sur les processeurs. C'est vrai. Et donc, mais en général, hein, pareil, que ce soit les SoC pour les mobiles ou les tablettes, que ce soit pour les processeurs de laptop ou de desktop. Du coup, ils ont moins pu vendre de RAM. Et en même temps, en parallèle de ça, c'est que du coup, ils ont ramassé pas mal de stock. Et ils se sont retrouvés avec un truc comme... ils avaient 6 semaines d'inventaire de RAM en stock. Ce qui est juste hallucinant, sachant qu'en général, c'est un marché qui est ultra tendu. Donc, ils n'ont pas le temps de stocker. Et en plus, surtout, comme ils n'ont pas prévu de gérer tous ces stocks-là, ça coûte hyper cher à stocker. Donc là, l'un dans l'autre, ça a fait chuter les prix de manière phénoménale. Voilà. Donc, pas mal. À mon avis, ça arrive pour plein de trucs, ça aussi même pour les cartes graphiques. Ouais, il y a des vagues comme ça. Ouais, il y a des vagues de temps en temps, tu sais pas pourquoi. Enfin, si tu sais pourquoi, c'est parce que ça stocke, et encore une fois, c'est dès que tu as un goulot d'étranglement dans la chaîne de production, pif, tu te retrouves avec des belles surprises. Et voilà, donc c'est le moment d'acheter des barrettes de RAM. Les barrettes devraient baisser, par contre le matériel en général va pas baisser, ça aura pas d'impact sur le matériel. Ce qu'on risque de voir par contre, c'est du matos qui arrivera avec plus de mémoire embarquée, pour le même prix. Voilà. Oui. Dans tous les cas, c'est intéressant pour nous. Voilà. Complètement. Bon. News suivante. Spotify versus Apple. Alors dis-nous. Le torchon brûle entre les deux sociétés. Oh. Ça, c'est issu de leur petite vidéo. Il y a carrément une petite vidéo de la part de Spotify qui dit en gros, il serait temps maintenant de play fair. Oh, attention. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, Spotify s'est plaint auprès de la Commission européenne parce qu'ils jugent en fait complètement inéquitable qu'Apple prenne... Quand j'écris prenne, 30% sur les abonnements. Donc vous savez, quand vous vous abonnez... C'est pas nouveau ça? Non, c'est pas nouveau. Mais du coup, ça va pousser Spotify à retirer l'option s'abonner dans l'application sur iOS. Bien sûr. Si vous souscrire un abonnement Spotify, il faut passer par le site Spotify. C'est pas les seuls à avoir fait ça, mais voilà. Oui. Mais alors, il y en avait certains pour qui il y avait deux offres. Si tu la prenais sur iOS, tu payais 12 €. Si tu la prenais en dehors, c'était 9 € par exemple. C'est vrai. Bon, là, c'est le cas pour Spotify. Ils ont dit on arrête parce qu'on trouve pas normal de faire payer. Ouais, idem avec les sub Twitch, idem avec plein de trucs. Ils veulent pas que Apple prenne les 30% ou alors surfacturer de 30% les utilisateurs qui veulent l'utiliser via le in-app d'iOS. Donc ça fait grimper l'offre à 12,99 au lieu de 9,99 s'il passait par l'application Spotify. Alors que Apple Music, c'est 9,99. Ils payent pas les 30%. Concurrence déloyale. Exactement. Bim. Un gros souci de concurrence déloyale. Du coup, Spotify dit que c'est pas normal. Ils sont obligés de proposer leurs abonnements en dehors, ce qui crée en gros un frein à la souscription. Et voilà. Donc du coup, ils sont passés par la Commission européenne du coup pour demander à ce que ça s'arrête.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? The Game Online TV qui dit, c'est sûr, c'est plus simple de passer par là que de passer par Google Plus pour aller sur Spotify. C'est vrai. Oui. Ou de passer par Nantes. C'est vrai aussi. Il paye les 30% les 30% d'Apple. Oui, bien sûr. Tim rend l'argent, nous dit également. C'est Tim Pomme. Ah, Tim Pomme, c'est vrai. Tim Pomme. C'est... Tim Pomme rend l'argent. Ah, c'est pas nouveau, hein, cette taxe Apple sur... Mais c'est pas les seuls à le faire, mais... C'est pas le seul, là mais où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, voilà. c'est en concurrence d'Apple Music. C'est ça. Donc et là, il y a un vrai argument pour que ça puisse changer. Et Spotify, ça fait longtemps. Ils ont essayé de négocier avec Apple directement, mais Apple n'a rien voulu entendre. Tiens donc. Voilà. Là, c'est l'occasion de le... C'est ça. Et donc, du coup, ils se retrouvent un petit peu coincés et ils font appel. Ils font appel auprès de l'Europe. Donc, bref. Mais... Ils ont raison de le jouer ça en Europe parce que c'est... voilà, exactement. Aux États-Unis, ils vont dire attendez, c'est la loi du marché, vous avez qu'à créer votre téléphone, votre App Store et vous démerdez. Ah, quoique, en ce moment, ils sont en train de pas mal travailler sur tout cet aspect concurrence, puisqu'ils sont... Il y a des... La nana là qui se présente à la présidence, qui a commencé à dire qu'elle va démanteler les gros pour justement la concurrence. Warren, c'est ça, merci. On va faire comme Trump, on va dire Carol Warren. Pareil, elle s'appelle Stéphanie, tu vois, mais c'est pas grave. C'est ça. Voilà. Il fait comme ça, lui. Allez, on passe d'un service... D'un GAFAM à un autre. Il n'y a qu'une news, on va parler de Facebook. On va faire une Patrick, on va dire. On ne peut pas ne pas parler de Facebook. C'est ça. Puisqu'il y a eu l'annonce, effectivement, de Mark Zuckerberg sur la nouvelle direction qu'il souhaite donner à Facebook, qui est privacy focused, donc orienté Elizabeth Warren, merci. Carole. Donc focalisé sur la vie privée. Voilà. Donc il a fait tout un post sur Facebook. C'est là où j'ai découvert la partie merci note. Pour les subs, le Prime et tout ça. La partie note. Oui, merci. Merci Florent. Et en fait, il a avancé 5 grands principes, Mark Zuckerberg, sur lesquels il souhaite construire l'avenir de Facebook. Donc le premier, c'est mettre en avant tout ce qui va être interaction privée. Donc des discussions qui vont être privées de pair à pair. Le deuxième, c'est le chiffrement, voilà, donc chiffrement de bout en bout des conversations. Le troisième, c'est réduire la permanence, qui est en fait la rétention des données et la visibilité de ces données-là. Ouais, en gros, rendre les contenus plus éphémères. C'est ça, plus éphémère, merci. Safety, donc tout ce qui va être la sécurité, mais dans le sens l'utilisation du service, plus, pas sur les données à proprement parler. L'interopérabilité, donc ça c'est intéressant, l'ouverture vers l'extérieur. Et après, la sécurisation du stockage de vos données. Donc ça, c'est les grands principes qu'il a un petit peu détaillés. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a des choses qui sont quand même pas exceptionnelles. Des choses qui sont pas vraiment nouvelles dans le business. On sait que beaucoup de ces sujets-là sont déjà traités par d'autres plateformes, déjà. Et puis c'est surtout que c'est quand même un gros virage pour Facebook d'aller là-dessus, même si ils ont déjà des sujets sur lesquels ils sont déjà opérationnels. On sait que avec WhatsApp, puisque ça fait partie du groupe Facebook, il y a déjà plein de ces sujets qui sont traités. Les discussions sont privées, sont chiffrées de bout en bout. Il y a Story qui gère les... Ouais, mais en fait, moi j'ai noté un truc dans tout ce qu'il dit, on en avait parlé, je crois, dans la matinale d'ailleurs. C'est qu'en gros, il a parlé de ça, tu sais, du cryptage, de rendre des conversations privées, tout ça. Mais ça sonnait plus comme les rendre privées pour les utilisateurs envers les utilisateurs. Mais à aucun moment, il cite le fait que ça sera privé de leur service, enfin de Facebook lui-même. Parce que leur business model, c'est quand même la pub. Et qui dit que, regardez, vos mails sur Gmail sont privés. Pourtant, Google a bien un robot qui les parse pour vous proposer de la publicité ou proposer de la publicité ciblée, et du coup, rien n'interdit Facebook de faire la même. Donc quand ils parlent de tout ça, c'est souvent, même vis-à-vis des gouvernements, ou vis-à-vis d'autres utilisateurs de services, mais ils parlent pas d'eux, en fait. À aucun moment, ils ont dit que Facebook n'aurait pas accès aux clés, par exemple, pour décrypter les messages, n'aurait pas accès au contenu du chat pour du ciblage publicitaire, en fait. Tu vois ? Alors, il parle pas de, on va pas vendre vos données pour de la publicité. Non, on lui a aucun endroit. Donc il a fait cette annonce-là. Il a été après interviewé très largement dans Wired, je crois, sur sa démarche. Alors déjà clairement oui, on voit dans la chatroom que vous y croyez pas vraiment. Il faut savoir que ça va pas être un changement complet de Facebook, c'est-à-dire que ça veut pas dire que ça va arrêter le business actuel. Ça veut juste dire qu'à l'avenir, ils vont plutôt chercher à développer ces éléments-là et qu'ils vont garder le reste à côté. Et notamment tout ce qui va être le système de flux et les timelines, que ce soit les
feeds de Facebook ou de Instagram, ça va rester, ça va pas changer. Par contre, ils vont plus développer cette partie-là. En fait, il explique que il cherche à se focaliser là-dessus parce que c'est là-dessus qu'il voit en ce moment le plus de traction sur le marché. Bah oui. Donc tout Facebook, le business, c'était l'interaction entre les gens, en fait. Surtout sur Internet, principalement. Et du coup, il voit qu'en ce moment, tous les gens s'orientent plus vers des interactions de ce type-là. Donc c'est ce qui, actuellement, attire les gens dans les services qu'ils vont souhaiter utiliser pour interagir. Toutes ces notions de vie privée, de chiffrement de bout en bout, c'est pas public, c'est plutôt dans des groupes plutôt restreints, donc des échanges sur un plus petit nombre, et une conservation courte en fait de ces données-là. Il y a tout un fait que les gens effectivement partagent surtout sur des petits groupes. On voit beaucoup dans WhatsApp des gens qui créent des petits groupes juste pour échanger entre eux plutôt que diffuser ça tout en public. Voilà. Et il estime que ça va venir quand même en complément des plateformes publiques actuelles. Donc c'est pas un remplacement du business. Donc les feeds Facebook vont exister, il y aura des réseaux sociaux toujours comme Twitter qui vont rester là ouverts pour tout ce qui est échange public. Mais c'est un marché porteur pour eux, donc plutôt un nouveau marché. Alors effectivement, la monétisation du business model, c'est un vrai sujet. On lui a posé la question, Wired lui a posé la question, et il a dit que c'est effectivement un sujet qu'il faut qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils sont pas clairs encore là-dessus, ils savent pas vraiment comment ils vont trouver ça. Donc ils se sont pris un tollé après en bourse à cause de ça, notamment parce que les actionnaires ont fait « Oh là là, votre business là, avec la pub et tout, ça rapporte masse pognon, vous allez mettre ça en péril et tout ». Il a dit non, on va pas arrêter ça, mais il a pas dit comment il va monétiser ces nouveaux usages-là. Et en fait, ce qu'il cherche surtout à faire, c'est aller attaquer ces marchés-là pour faire grossir la base d'utilisateurs sur ces nouveaux usages-là. Et après, il ira voir pour créer un business model qui est compatible avec ça. On lui souhaite bien du courage. Il y a eu aussi pas mal de parallèles qui ont été faits avec WeChat. Oui, parce que WeChat, c'est la plateforme qui est basée un petit peu sur ces principes-là, en tout cas sur ces principes d'interaction-là, qui est majoritaire en Chine et qui sert pour tout ça. C'est une plateforme, c'est pas juste un système de messagerie instantanée, c'est toute une plateforme de vie sociale là-bas où tout passe dessus. Et les marques sont dedans, tu peux gérer toutes tes cartes de fidélité, tu peux gérer tous tes paiements, comment ça s'appelle, les transports publics et tout ça, tout passe par WeChat en fait là-bas. C'est la plateforme utilisée par tout le monde là-bas. Ouais. Et je pense que ils cherchent à récupérer ce même type d'usage-là et à le généraliser au niveau mondial. Je pense que ça le fait un petit peu rêver ce truc-là, sachant que tous les échanges se font dessus. La vraie question que je me pose là-dessus, c'est indépendamment de... Merci Tan pour le Twitch Prime. Merci. Indépendamment de l'intention. Est-ce qu'on va croire ou pas qu'il le fera ? Ça peut être une autre question, mais moi je me dis c'est quand même super ambitieux d'arriver à faire bouger une machine comme ça, telle que Facebook. Ça va être ultra méga compliqué. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, Mark Zuckerberg l'a dit lui-même dans une interview, pareil. Et il explique que ça, c'est la première démarche qu'il fait en fait de communiquer publiquement sur ça, parce que ça va résonner en interne chez lui. Et après, il y a pas mal de mentalités à changer en interne également. Et il travaillait également à recruter des gens qui seraient focalisés sur ces mêmes priorités que lui. Voilà. Alors moi, ça m'a fait marrer parce que ça me rappelle un petit peu il y a 1 an à peu près où il y a eu tous les fondateurs initiaux de WhatsApp qui ont été partis de Facebook. Il y aurait eu apparemment ils ont été démissionnés, voilà, à bout portant, suite apparemment à des gros clashs qui auraient eu avec la direction de Facebook. On imagine Mark Zuckerberg pour justement l'avenir qu'il souhaiterait pour la plateforme. Et pourtant WhatsApp, justement, ces fondateurs-là, ils étaient fervents défenseurs du chiffrement de bout en bout, de pas inclure des publicités, de pas tout ça. Donc ça me paraît bizarre en 1 an juste de se dire, tiens, on rebascule directement complètement là-dessus, mais c'était pas en accord avec ces fondateurs-là. Pourtant, ça aurait été des bonnes personnes, je pense, pour porter cette démarche-là. Parce que je pense qu'il va y avoir la pub et tout dedans. Hein. Enfin, je vois pas comment Facebook va monétiser ces services-là, en fait. Non, mais il y a plein... Bah oui, mais ils vont... la pub, si elle n'est pas ciblée, elle vaut rien, donc... Mais la pub, c'est... Oui, mais il y a peut-être d'autres choses que la pub, en fait, derrière. Tu peux aller chercher... Ils vont vendre des données... Non, tu peux aller chercher ta plateforme comme plateforme d'échange. Ils travaillent aussi dans la partie messagerie instantanée, ils parlent aussi sur l'échange d'argent. Il y a pas mal de rumeurs sur ça j'y crois beaucoup sur le fait que Facebook travaille sur une crypto-monnaie intégrée au système de messagerie pour que tu puisses t'échanger de l'argent comme ça en ligne, et c'est surtout que ça soit mondialisé et indépendamment en fait des États et tout ça, que ce soit vraiment une plateforme d'échange, y compris pour de l'argent, et intégrée dans l'application de messagerie.
Et du coup, ça reviendrait à ce que fait WeChat, là, pour le coup, vraiment. Bah oui. Mais avec un système de crypto-monnaie et pas ultra centralisé à la chinoise comme peut l'être WeChat. Voilà. On nous dit quoi? Nico Poppy mentionne un ami qui prend le bus avec toi en payant son titre de transport. Mais pourquoi pas? En fait, tu peux arriver jusque-là. Ouais. En un an, Facebook a pris, oui, tout à fait, pas mal de casseroles. Alors oui, Scalen, t'as tout à fait raison. En un an, quelques mois. Hein. Ouais, enfin, ils ont enchaîné et puis pas des moindres. Hein. Et ça, c'est l'autre question, c'est-à-dire que est-ce que Facebook peut se permettre de ne pas faire ça pour faire de la double négation? Encore une fois, je pense que c'est quand même nécessaire qu'ils aillent vers ça s'ils veulent continuer à exister sur du long terme. Mais je lui souhaite bon du courage quand même à bouger toute la machine et arriver à créer ça et à surtout regagner de la crédibilité à l'extérieur. Mais c'est compliqué parce que même, rappelle-toi Facebook Portal. Oui. Leur système de vidéo chat, machin, tout ça. Où ils disaient, vous inquiétez pas, ça restera privé, il n'y aura pas de publicité, machin, tout ça, on n'exploitera pas les données, tout ça. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas vrai. Qu'en fait, pas mal de choses sont utilisées, toutes vos conversations, machin et tout ça, sont utilisées pour du ciblage publicitaire. Donc, si vous voulez, comment tu veux croire un mec qui te dit non, ça n'arrivera jamais, et qui est contredit par en plus le directeur commercial quoi, de la boîte, qui dit si, on les utilise, les données de ces appareils-là, quoi, tu vois. Mais oui, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu de croire ou pas ce qu'il dit, parce qu'il y a eu d'autres effets d'annonce avant, où il annonçait des choses qui effectivement étaient pas... Il y en a plusieurs autres. Et après, il y a, est-ce que ça va suivre derrière? Ouais. Est-ce que l'entreprise va réussir à suivre? Est-ce qu'il va réussir à bouger tout le monde? Et est-ce que les utilisateurs vont suivre également? Alors, il a quand même un avantage, c'est qu'il a plusieurs plateformes. D'ailleurs, ça rejoint un autre travail qu'ils font, c'est l'unification de toute leur plateforme de messagerie. C'est la même chose, c'est-à-dire que d'ailleurs, il a précisé des points. On se disait, tiens, comment ils vont travailler la messagerie future. Ils veulent fusionner effectivement Instagram, WhatsApp et Messenger notamment. Et en fait, ça va être construit sur les bases de WhatsApp. Donc ça va réutiliser les bases fondatrices de WhatsApp, qui sont le chiffrement de bout en bout, les groupes de discussion, etc. Ce qui est plutôt bon signe. Mais du coup, ce travail-là va se faire autour de ces sujets-là. Donc ça, c'est pas un effet d'annonce tout frais de maintenant. Ça a commencé à être un peu travaillé, mais on va voir la forme que ça va prendre quand même. Ils vont changer la couleur du logo et rendre Facebook payant. Ouais, c'est ça, Nico Poppy. Non, on n'y croit pas, non. Ouais. Il faut faire 500 partages sur ce post, sinon Facebook va devenir payant. Vite. Exactement. Oui, non, mais il y a fake news également. Tout ça revient. Enfin, tout ça, c'est un sujet. Ce sujet-là permet de traiter un petit peu tout ça. C'est en réponse un petit peu à toutes ces problématiques-là. Voilà. Moi, ça m'intéresse de suivre ça parce que les changements comme ça dans les grandes structures qui se sont créées un business et à se réorienter, c'est quand même ultra challengeant. Oui. Et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Mais dans les GAFAM, il y en a plusieurs qui sont arrivés à le faire déjà. Tu vois, Microsoft, avec Satya Nadella, ils ont réussi à faire un sacré virage qui paye actuellement, donc ça marche très très bien. Et Apple également, avec plusieurs rebonds, on parle de Steve Jobs et tout ça. Facebook, c'est le moment où ils ont besoin de faire un virage pour pouvoir continuer. Ouais. Alors, c'est pas un pivot, ils vont pas changer complètement de business, ils vont développer une autre activité qui va petit à petit devenir, je pense, prioritaire. Donc bon, voilà. Ce qui me fait marrer, c'est qu'ils vont avoir du legacy du coup. Ben oui. Le legacy, ça va devenir leur business et leur plateforme actuelle. Ça va être marrant. Voilà. On verra bien. On verra bien. C'était le gros sujet. Voilà, on va revenir à des trucs un peu plus légers. Ouais. Du coup, chez Windows, chez Microsoft. Oui, chez Microsoft, puisque pour les insiders qui possèdent une Surface Go, c'est très précis, parce que pour le moment, c'est que la Surface Go. Vous aurez droit à la nouvelle mise à jour Mon Téléphone. Vous savez, cette application qui vous permet de connecter votre téléphone Android ou iOS d'ailleurs à votre ordinateur et ainsi lire des messages ou consulter les photos et tout ça directement sur le terminal. Bon, alors il faut noter que pour le moment c'est compatible, cette nouvelle version qui va permettre d'utiliser son smartphone sous Windows, c'est compatible qu'avec Android 7 et plus. On parle des Galaxy S7, S8, S9, pas S7, pardon, S8, S8 plus, S9, S9+, voilà pour le moment, mais il y en a d'autres a priori dans la liste. Il n'y a pas de raison que ce soit limité qu'au Galaxy. Ils ont parlé au Samsung parce que... même avant les pixels, c'est marrant. Ouais, mais parce qu'en fait, Samsung intègre Office direct dedans, donc c'est leur partenaire, donc forcément, voilà. Bien sûr. Ils en parlent. Business is business. Il faut un PC Windows 10 compatible Bluetooth Low Energy. Parfait. La preview build, donc la 19H1. Le smartphone Android doit être allumé dans une zone Bluetooth du PC et connecté sur le même réseau local. Dans la zone Bluetooth du PC. Ouais.
Un son Bluetooth du PC. Pas dans une À portée. À portée, oui, c'est ça. Ah bah. Non, mais je te le dis. Ouais, Connecté d'accord. au même réseau local, donc en Wi-Fi. Il y a quelques bugs et tout ça, comme par exemple le tactile qui ne fonctionne pas encore. C'est-à-dire que sur la Surface Go, tu peux pas naviguer sur ton téléphone en tactile, tu es obligé de le faire à la souris. Oui. D'accord. Les écrans Always On qui ne s'affichent pas sur le smartphone lorsqu'il est connecté au PC. D'accord. Ouais, ça va. Voilà. Les préférences de lumière bleue qui s'affichent pas sur PC. L'audio sort du smartphone et non du PC. Le double clic qui peut faire descendre le volet de notification. Il y a Vertanas qui nous dit est-ce que toutes les planètes doivent être alignées aussi également? Presque. Certains jeux et applications ne supportent pas la souris. Pokémon Go, Feedly notamment. Dans l'app Mon Téléphone, voilà, ça permet le mirroring. L'app téléphone du coup permet le mirroring de son smartphone Android d'interagir avec. Voilà, ça ressemble à ça en gros. Hein. Vous voyez le déport, il est sur quoi? C'est Instagram peut-être? Ou je passe une story d'un je sais pas quel truc. Bref, c'est une des premières versions où on a le mirroring intégré. Jusqu'à présent, on l'avait pas. Vous avez un troisième onglet dans la partie de gauche de l'app qui apparaît, qui vous permet donc d'afficher l'écran du téléphone. Pour répondre à un SMS ou un truc comme ça, c'est pas mal, quoi. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa, mais moi, ce que je retiens surtout là-dedans, c'est que ça y est, les téléphones Android vont devenir des Microsoft Phones. C'est ça. Hein, de plus en plus. Des Microsoft Phones. Exactement. Faut installer du coup, on peut le faire avec AirDroid. Oui, il me semble que. Ah non, AirDroid c'est différent. Ça te crée un espèce de bureau différent. Là, c'est vraiment l'écran de ton téléphone. Là, oui, c'est un mirroring de l'écran. C'est vraiment un mirroring. Tu fais du VNC plutôt sur ton téléphone. C'est ça. Donc tu reçois un SMS, tu réponds. Tu l'as en général avec des outils de développement, ça, pour connecter. Alors, c'est plutôt connecté en général, tu peux le faire en Wi-Fi aussi. Mais... Ouais. Mais c'est pas mal. Donc il va falloir installer l'appli. Tu sais, tu as une appli sur ton smartphone à installer. Bah, c'est le launcher Microsoft. Non, alors tu peux installer le launcher, mais il y en a une autre qui s'appelle Microsoft, je sais plus quoi. Juste pour le mirroring. Bon, ouais. après il intègre. T'es pas obligé, si tu veux pas installer le launcher, tu l'installes pas. Ouais. Et tu vois, je t'avoue que de plus en plus, ça m'intrigue. C'est vrai, ce move là. Oui, et j'aimerais. Je pense que quand ça sera intégré, parce qu'il va falloir effectivement le temps que ça soit disponible sur tous les smartphones et sur tous les PC Windows, que la version de Windows soit plus surtout une insider. Tout Merci, à fait. j'ai donné déjà sur les insiders, et je pense que je testerai ça, le move. De passer au Microsoft Launcher, de passer dans l'écosystème Android Microsoft pour voir un petit peu l'intégration et tout ça, ouais. Je suis curieux. Le launcher il est pas mal, je trouve. Oui, je l'avais testé au début, il ramait un peu, mais... Ouais, mais maintenant, oui. Alors moi, non, mais il ramait en fait à cause de... Enfin, t'avais l'impression que l'écran était en 30 FPS. Les animations. Un peu bizarre. C'est les animations qui étaient pas ouf. Ça fonctionne sur tous les PC, ça va fonctionner sur tous les PC Bluetooth Low Energy. Oui, dès lors qu'il y a le Blue Energy, le Bluetooth. Pour le moment, c'est que la Surface Go qui est concernée, c'est comme ça. Bah, c'est normal, c'est une bêta, c'est une première version. Ouais. Tout qui va avec. Alors, d'une application Windows à l'autre, il n'y a qu'un pas. Ah, on va parler d'une méga application que vous utilisez sûrement tous, qui est la calculatrice. Ouais, je m'en sers, ouais. Tout le temps. Et bien, sachez que Microsoft va, d'ailleurs l'a déjà fait, annoncer qu'elle passait en open source, puisqu'ils ont créé sur GitHub le repository, donc github.com/microsoft/calculator, et vous allez avoir tout le code source de l'application, et surtout vous allez pouvoir contribuer dessus. Alors c'est super intéressant parce que ça a l'air anodin comme ça, comme application. Oui. Pourtant, c'est un élément clé du système, et c'est une application qui a énormément de... elle est extrêmement travaillée dedans. Donc déjà, c'est une application native, mais C++, qui a quand même une interface responsive, en tout cas qui s'adapte en fait aux différents composants qu'on a dans l'application et aux différentes formes d'écran, qui gère le tactile, qui gère la saisie de clavier et tout ça. Donc il y a beaucoup quand même de complexité dedans. Et c'est un peu en fait une vitrine technologique. Et en même temps, ça va servir aux développeurs tiers qui souhaitent développer d'autres applications, d'avoir une base technique sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour développer des choses. Voilà. Alors, ce que j'ai noté quand même qui est intéressant, c'est que la communauté open source s'est quand même engouffrée dedans, et il y a eu déjà 109 pull requests, donc en fait c'est des soumissions de modifications de code qui ont été faites. 109 qui ont été intégrés, qui ont été traités. Et c'est sorti il y a quelques jours, il y a même pas une semaine, hein. Donc c'est vraiment... 109 109. Alors c'est principalement d'abord des modifications autour de la gestion du projet, donc comment on va compiler, les erreurs de compilation, etc., ajuster 2-3 trucs du code. Il n'y a pas de vraies nouvelles fonctionnalités, il y a quelques corrections de bugs par-ci par-là, c'est surtout d'abord de la qualité, donc qualité du code et préparation du projet, ce qui est très bien parce que du coup ça permet de se baser là-dessus. J'imagine également que... Putain, égale 3 désormais, c'est ça. J'imagine également qu'il y a pas mal de gens qui ont sauté dessus en disant je vais faire la moindre modif juste pour qu'il y ait mon nom dans les crédits de la calculatrice, voilà. Mais par contre,
ça veut aussi dire que donc il y a beaucoup de gens qui sont venus qui ont proposé des choses, mais il y a aussi côté Microsoft beaucoup de gens qui sont venus pour traiter ça. Donc ça veut vraiment dire qu'ils y vont vraiment et ils viennent gérer le projet là. Donc gérer un projet open source, c'est quand même un vrai sujet. Et donc ils ont vraiment des équipes qui y passent du temps également derrière. Donc c'est pas juste on vous laisse le code source et puis démerdez-vous, amusez-vous avec. Non, non, c'est vraiment on va travailler avec. Sachant qu'après l'application, eux ils l'intègrent et ils la fournissent par le store Microsoft. Elle est packagée dans les versions Windows, mais après elle est diffusée et mise à jour par le Microsoft Store, ce qui fait qu'elle est mise à jour plus régulièrement en fait que les versions Windows. Donc vous pouvez avoir votre nom dans les crédits de la calculatrice. Voilà. Merci. Il y a 98 issues, donc des problèmes ou des propositions d'amélioration qui sont encore ouvertes, donc ça y va, hein, je pense que là ça pleut. Et puis il y a des choses intéressantes, il y a également tout l'aspect vitrine dont je vous parlais tout à l'heure, il y a tout un enjeu d'explication sur l'application, ils n'ont pas juste jeté le code source et puis allez-y, ils ont fait beaucoup de documentation dessus. Le code est commenté. Il y a, ça c'est l'application, vous la connaissez tous, mais j'ai pas pris le document d'architecture. Il y a un document d'architecture qui va vous décrire un petit peu tous les composants qui sont utilisés dans l'application, comment elle est structurée et comment le code est organisé, comment on va utiliser des différents composants, comment on gère la présentation, comment on gère tout ça. Et franchement, pour une calculatrice, elle est ultra méga travaillée. J'ai jeté un coup d'œil dessus, c'est ultra méga travaillé. Voilà. Si vous souhaitez contribuer, allez-y, c'est ouvert. La licence en plus qu'utilisée, c'est la licence MIT, donc qui est une des licences que je préfère parce qu'elle est super permissive. En tout cas, elle laisse beaucoup de liberté aux développeurs pour venir retravailler tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et si vous voulez développer, évidemment, il faut du Windows. Ça se passe avec du Windows 10 et puis il faut Visual Studio. Vous voyez ici avec les installs. Il y a juste deux choses installées. Donc vous n'êtes pas obligé d'installer tout Visual Studio. Il y a juste du C++ et le développement. Donc il y a le SDK et il y a la partie développement universel pour la plateforme Windows. Ouais. Et voilà. Donc avec ça, vous pouvez y aller. Il y a une version gratuite de Visual Studio. Vous pouvez y aller vous faire plaisir si vous voulez. Nickel. News suivante. Encore du Windows. Encore du Windows, décidément c'est la fête à Microsoft. On va parler vite fait de Windows 10 qui supprime les mises à jour seul. La nouveauté, en fait quand vous faites une mise à jour automatique de Windows, il peut arriver dans de rares cas que votre ordinateur ait des problèmes ensuite au redémarrage. T'es sûr? Non, ouais, ça arrive jamais ça. Et du coup vous vous retrouvez avec malheureusement des plantages au redémarrage, et alors là pour enlever la dernière mise à jour c'est la galère. Donc qu'est-ce qui se passe? Microsoft veut rendre un petit peu Windows 10 intelligent. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous installez un update, ça plante. Que va faire Windows? Il va rebooter l'ordinateur tout seul, il va retenter. Si ça plante au démarrage, il va dire non, il y a un problème. Si je suis pas revenu dans 10 secondes, je suis pas revenu dans 10 secondes, appelez la police. C'est ça. C'est ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va démarrer dans une espèce de mode sans échec pour désinstaller la dernière mise à jour. Puis il va t'afficher un message au root, voilà, dire désolé, on a rencontré un souci au redémarrage avec cette mise à jour, donc on arrête de te la proposer pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, il va retenter de l'installer, en espérant que d'ici là, le truc a été corrigé. Est-ce que ça fait encore mal? C'est ça. Aïe, ouh, ça brûle. Ah, ok, bon. Et si ça pose un problème, à nouveau, on recommence. Non, franchement, c'est assez malin. Donc voilà, c'est déjà arrivé qu'il y ait effectivement des problèmes de mise à jour, de compatibilité. C'est soit lié à des drivers aussi même des fois. Ça. Et le fait, ils espèrent qu'en gros sous 30 jours tu as mis à jour le driver de ta carte graphique ou autre, voilà. Et que du coup quand il te reproposera l'installation, ça passera, tu vois. Mais l'idée est pas bête. Franchement, l'idée est pas bête. Non, c'est intéressant. Après, la fonction existe déjà pour peu que tu saches comment être dans le menu de démarrage et tout ça. C'est juste que l'automatisation pour les utilisateurs non avancés, c'est vraiment intéressant. Ouais. On refait les blagues sur supprimer le dernier OS installé après plantage, non scaled. Macro Micro qui nous dit pas trop compliqué de désinstaller la mise à jour au redémarrage avec un mode commande. C'est ce que je disais, mais parce que tu sais comment faire, mais j'imagine que, enfin voilà, Madame Michu, voilà. Madame Michu, mes parents ne sauront pas le faire, tu vois. L'ami du Cantal, tout ça, ils sont pas. Ça commence à faire du monde, hein, qui sait pas. Non, mais ça fait du monde. Ah, c'est sûr. Ils sont tous sous Windows 10. Est-ce que Mounir Majoubi sait le faire? Même pas sûr. Challenge. Je ne sais pas. Il faut lui envoyer un tweet. On va voir si. Sais-tu supprimer la dernière mise à jour de Windows? Il va dire désolé, je suis sur macOS. Merde. Merde. Bon, enfin bref. Ouais. Pas mal. Allez, news suivante, on va parler. Chez Mozilla. Ouais. Firefox Send. Alors c'est pas nouveau Firefox Send. Non. Hein. Ça date de l'année dernière, je crois, l'été dernier ou un truc comme ça. Souviens-toi, l'été dernier. Exactement. Mais ça a évolué. Figurez-vous que ça a évolué et ça a pas mal évolué. Puisque maintenant... Ils incluent des parapluies. Ouais, exactement. Ils incluent le cryptage, tout ça. Chiffrement, s'il te plaît. Chiffrement. Pourquoi j'ai marqué cryptage? Chiffrement. Ok. Le chiffrement. Pourquoi cryptage, d'ailleurs?
encryption en anglais. Donc t'as dû. Ouais, mais pourtant, c'est en français le truc que j'ai vu. Donc, Bah, ta source de news, elle doit Ouais. pas être terrible. Hein. Ouais. Bon, bref. En tout cas, l'encryptage. Le mec qui fait un mélange. Donc, le chiffrement. 2 Go 5 surtout. 2 Go 5, c'est le plafond qui a augmenté. Rétention de 8 jours maximum. D'où les parapluies, parce que si c'est très haut. Et ouais. Mm. Limite du nombre de téléchargements par date ou par nombre de téléchargements. C'est Par bien exemple, ça. tu dis C'est j'envoie ce écrit. fichier à Ah. 3 personnes, je n'autorise que 3 téléchargements. Et voilà. C'est pas mal. Ça doit être développé.com. C'est possible, Nico Popi. Ah oui, c'est fort possible. Non, Le important. digital, monsieur Bonnet. Exactement, le digital. Donc, c'est pas mal comme usage parce que c'est Non, vraiment c'est bien. pour envoyer à des gens que tu cibles vraiment. C'est le, ça. c'est le Et c'est oui- gratos. C'est le WeTransfer, mais Ah, bah ça bute oui transfert. Hein. oui, voilà, plutôt libre, bien pensé, bute gratuit, WeTransfer, tout ça. Oui. D'ailleurs, dans le truc des échanges, il y a Swiss Transfer, qui est un service d'infomaniac, qui, pareil, fait la nique à WeTransfer, un truc de malade. Mais on en reparlera une autre fois. Oui, mais c'est moins connu. Là, ils ont un coup à faire avec ce truc. L'enchiffragement, c'est ça. Enchiffragement. C'est parfait. Ah, j'aime bien On va celui-là. en même temps pouvoir partager des vidéos de vacances, non? Complètement. 2 Go 5, et je pense qu'ils ont mis le curseur pile là où il faut, si tu veux. Ça fait pas un film complet, mais faut le faire en 2 parties. Méga upload. Ouais, mais non, sauf que, attends, le Non, truc... mais là, la durée de vie, quoi, 8 jours. Non, mais c'est ça. tu Oui, partages 8 jours, pas. tu réuploades ton truc, c'est un peu relou, quoi. Ouais. Bah, ils vont automatiser ça, il y aura des scripts qui vont uploader tout ça. Ouais. Alors d'ailleurs, justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec la nouvelle version, si vous voulez, on peut le faire en ligne de commande, le transfert. Du Oui, coup, on peut intégrer ça à des scripts. oui, Corben l'a partagé, j'ai vu aussi. Ah ouais, ok. Sur Bah, ça. Il y a une ligne de commande qui Du est coup, on explique peut, comment voilà, faire. on peut du coup partager ça dans des scripts pour faire de l'upload de fichiers Pour facilement. automatiser ça, carrément. Ouais. Voilà. Après, il y a le moins lien qui va derrière, quand même. Donc ça, faut Oui. quand même le faire manuellement. Voilà, donc ça s'appelle Firefox Sent. C'est très bien. Merci. Just Beam It. Tiens, de Swiss Firefox. Transfer, c'est pas super lent puisque c'est en Suisse. Hum, Oh là là. Joli. Les vannes. Magnifique. C'est un peu lent. C'est un oui. peu lent. Alors, de Firefox à Firefox, il n'y a encore qu'une news. On va parler un petit Oui. peu du retaillage des Tout fenêtres. s'enchaîne. Puisque Firefox, en fait, ils vont retailler vos fenêtres pour vous garantir plus d'anonymat. Comme chez cas par cas. Pas du tout. Pour mieux isoler, c'est ça, vos données. Isoler Exactement. vos fenêtres. Faut pas que vos voisins vous entendent, vous voient à poil Mhm. chez vous. Donc en fait, pourquoi ils font ça et surtout pourquoi la taille des fenêtres influe sur la manière dont vous allez pouvoir anonyme ou pas. Taille, ça flûte toujours. La taille, ça compte, tu vois. Voilà. Alors en fait, il faut savoir que tous les trackers, en fait, donc toutes les régies pubs notamment qui utilisent ces trackers pour suivre un petit peu votre activité en ligne, bah, on parle beaucoup des cookies. Donc c'est un des moyens qu'ils ont pour vous suivre, pour vous reconnaître en fait et suivre votre parcours sur les différentes plateformes, les différents sites web. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres usages qui sont beaucoup développés, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus techniques, qui sont autour d'empreintes, de fingerprinting, donc qui va permettre de reconnaître un petit peu le navigateur, votre navigateur. Et pour ça, en fait, ils vont se baser sur pas mal de choses que votre navigateur va fournir, notamment la liste des plugins qui sont installés. Voilà, donc en disant, bah, tiens, si cette liste de plugins est installée et que je retrouve sur un autre site web dans la journée la même liste de plugins, je vais peut-être faire une corrélation en disant c'est peut-être la même personne qui est derrière. Et du coup, ils vont reconstruire ton profil à travers ça. Il y a aussi la liste des polices qui sont installées sur le Que système. fait la police? Que fait la police? Puisque le navigateur, certains navigateurs sont capables de fournir cette liste-là. Voilà. Et il y a au final la taille des fenêtres, puisque la plupart du temps vous utilisez votre navigateur en plein écran. Il faut savoir que le navigateur plein écran est la taille disponible dans la partie HTML, en fonction de la barre d'adresse, des onglets, etc. Ce sont des données pareilles que le navigateur peut fournir en JavaScript, notamment pour récupérer ces valeurs-là. Et du coup, les sites les sites et les régies pub se basaient là-dessus pour construire une empreinte de qui vous êtes, parce que ces options-là correspondent à votre profil. Truc de fou. Donc tout ça, ça permet de traquer les utilisateurs. Et alors, Firefox, ils vont retravailler ça en disant, bah, quand on va aller sur un site web, on va, si on détecte qu'il y a... Il y a un souci. Non, c'est pas qu'il y a un souci, mais si on détecte que dans ce site web, Ouais. ils font appel à des bibliothèques ou à des scripts qui sont ciblés comme étant des trucs qui traquent l'activité, qui sont des régies pub, qui sont tout ça, alors il va se comporter un petit peu différemment, et notamment, il va ouvrir le site et il va passer en mode ce qu'ils appellent letterbox, donc il va retailler un petit peu la zone d'affichage en changeant le cadre
disponibles à la partie HTML en rajoutant des bandes, en fait, hein, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ces bandes, en fait, elles vont varier. Donc ça sera jamais toujours les mêmes, sinon évidemment ça change pas grand chose. Et du coup, en fonction des sites sur lesquels vous allez aller, et du coup, il y aura des petites bandes qui vont apparaître ou pas et qui vont varier. Ces bandes-là, elles vont pas être là tout le temps, elles vont être juste le temps en fait que ces scripts de tracking s'exécutent. Une fois que le traitement est fait, que les données sont envoyées, hop, il repasse en mode normal. Donc c'est pas nouveau, vous voyez, il y a Tor Browser qui intégrait déjà ça. Donc Tor Browser qui est un navigateur qui est intégré dans le projet Tor, qui proposait déjà des petits bandeaux pour signaler, attention, regardez, il y a un problème si ici. vous mettez votre navigateur en plein écran, sachez que les sites auront un moyen de vous reconnaître. Et du coup, le navigateur, il était dans des tailles d'écran toujours un petit peu variables, fou, ça. pour éviter la reconnaissance. Voilà. Terrible, hein. Alors, c'est vrai que, en fait, ils n'ont pas pompé de Tor, c'est juste que maintenant, en fait, et depuis juin 2018, The Tor Project, en fait, donc le groupe qui supporte le fonctionnement de Tor, est partenaire de Mozilla. Donc, ils travaillent conjointement là-dessus. Bah oui. Voilà. Donc, rendez-vous en mai, puisque ce sera dispo dans la version 67 de Firefox. Parfait. Dans la série, je filtre les contenus sur Internet. Ah. On a aussi Google. On n'a pas parlé de Google encore. Non, à faire que ça. Ouais, c'est vrai, il y a 3 news. Ouais. Donc, Google qui veut maxer. C'est exactement Je suis ça. fatigué, moi. Qui veut masquer les commentaires toxiques. Alors, pour le moment, c'est un test. Hein. C'est une extension qui s'appelle Tune. Et pas Tune. Ouais. Voilà, l'objectif en faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse contrôler le volume des commentaires toxiques que l'on veut voir affichés. Tu censures plus ou moins. Tu vois sur YouTube, Reddit, Twitter, Facebook et Discuss d'abord. Et à la fin, quand tu mets tout à gauche, t'as plus internet en fait. C'est ça, exactement. Donc en fait, il filtre à votre guise donc les contenus qui sont jugés malsains par l'algorithme de l'extension. À ma guise, exactement. En fait, ils reprennent les éléments de l'API Perspective, qui est déjà utilisé par Google pour identifier les commentaires toxiques. Et donc du coup, l'extension se présente comme ceci. Ouh, c'est rose. Abuse and harassment take attention away from online discussion. Donc en gros, c'est vrai qu'en général, tu lis les commentaires, tu dis oh là là, putain, comment ça s'appelle, les gens sont méchants, tout ça, machin. Et puis souvent, tu oublies le contenu, tu oublies la discussion dans les commentaires, et c'est toujours stérile, quoi. Ouais. Donc voilà, comment ça, voilà ce qu'ils te disent. Ensuite, une fois que tu l'as activé, tu peux contrôler donc tous les commentaires, machin et tout ça, avec ce petit curseur. Oh. Et tu peux décider... Et c'est vraiment le potentiomètre. Ouais, c'est ça. Donc tu peux décider de filtrer la toxicité par défaut, ou de faire le truc de façon expérimentale. Alors on nous dit... Ouais. Hydriox, est-ce que ça censure Britney Spears? C'est possible. Parce que si c'est toxique... c'est possible. Donc là, par exemple, il peut faire un mix. Et donc, tu vois, alors en haut, tu as le truc par défaut. Ensuite, tu as le filter mix very expérimental, ils te mettent entre parenthèses. Hein. En gros, ça veut dire ça ne marche pas. À vos risques et périls. C'est ça. Donc, par exemple, tu peux dire toutes les menaces, je veux filtrer, mais je laisse passer les insultes. Les trucs... voilà, les contenus sexuellement explicites, je peux les laisser passer ou pas. Tu vois, enfin bref. Tu peux choisir les catégories aussi. Tu peux choisir les catégories. Est-ce que ça filtre le porno? Je ne sais pas. Mais ça, c'est que dans les commentaires. Attention, c'est que les trucs écrits. Hein. Ah, c'est que du texte. Ouais, c'est que le texte. Mais voilà. Est-ce que la lèche, c'est considéré comme toxique? Tu vois, on parlait du porno, Virtanas, très bien. Voilà. Alors que si on veut des insultes sexistes, on peut, c'est cool. Oui, c'est ça, tu peux choisir. Tu choisis insultes et sexistes comme... tu fais des combinaisons improbables. Des combinaisons improbables. Mais en gros, l'idée, c'est si tu veux vivre dans le monde des bisounours où tout le monde s'aime, tu peux. Ouais. Tu fous le filtre à donf et voilà. Ça fait quand même peur. Hein, ça marche bien en anglais, mais ça marche pas bien en français pour le moment. Ça donne des résultats un peu chelous. Mais normal. Voilà, c'est normal. Pour le moment, ça a été entraîné à reconnaître des commentaires français. Après, est-ce que l'idée est bonne ou pas? Bah, si t'en es rendu là, c'est surtout ça en fait. C'est que si t'en es rendu à consulter des trucs avec autant de caca dedans, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quand même un problème à la base. Ouais. Mais pas forcément, hein, tu peux avoir des commentaires caca même sur des trucs anodins. Hein. Non, là où ça peut être intéressant, je pense que c'est pour, si vraiment ça fonctionne bien, c'est pour le jeune public en fait, les gens qui sont plutôt sensibles. Ou pour Nelly Gare, qui est très sensible aux commentaires. C'est vrai. Non, mais oui, il y a des personnes pour lesquelles ça peut être intéressant. Oui. Après, pour nous, c'est quand même dommage, je trouve ça vraiment dommage d'en être arrivé là. Quoi. Ouais.
C'est quand on va prendre des insultes en russe pour être sûr d'être tranquille. Ouais, c'est un peu dommage d'en être arrivé là, mais en même temps... le problème c'est que ça donne une image biaisée de l'humanité. Parce que quand tu vas sur internet et que tu lis les commentaires sur YouTube, t'as la sensation que... Mais c'est déjà biaisé. Parce Oui. que on le sait sur internet, Bien sûr. les gens derrière l'anonymat se masquent et réagissent pas comme dans la vraie vie. Exactement. Et puis, on a souvent plutôt les gens qui râlent, qui s'expriment, et la communauté, la majorité silencieuse, c'est les gens qui ont vraiment rien à dire parce que, voilà. Ils sont contents. En fait, voilà, et ils se manifestent pas. Donc, c'est bon, c'est un autre sujet, c'est un vaste débat tout ça. Vaste débat, mais voilà, du coup, Google veut masquer les commentaires toxiques avec donc son petit plugin, voilà, Tune, que vous activez ou désactivez. Pourquoi pas. Allez, si vous vivez dans votre bulle où tout le monde vous aime, vous pouvez quoi. Pays des bisounours. Allez, on passe encore sur une news Google, mais cette fois on va parler un petit peu de machine learning, donc d'apprentissage automatique, puisque c'est tenu il n'y a pas longtemps le TensorFlow Developer Summit, qui est en gros le salon pour les développeurs autour de la technologie de TensorFlow, qui est ce fameux framework de Google pour développer des algorithmes d'apprentissage automatique. Voilà. Alors, il y a eu quelques annonces. Alors, d'abord, quelques annonces techniques, plutôt pour les développeurs. Donc, ils ont annoncé la version 2.0 alpha de ce framework-là, TensorFlow. Ce qui change majoritairement dedans, c'est qu'ils vont intégrer beaucoup plus d'API de haut niveau. Donc, TensorFlow, c'était un framework qui était quand même très bas niveau, très proche, en fait, de tout ce qui est mathématiques et construction de réseaux neuronaux et tout ça. Et du coup, il était intéressant comme socle technique, mais dès lors qu'on voulait utiliser ça devenait plutôt des trucs simplifiés, ça devenait très vite très compliqué. Et beaucoup de bibliothèques se sont développées au-dessus de TensorFlow. Donc en fait, il était plutôt utilisé comme base. Et en fait, du coup, Google a souhaité leverage, faire évoluer en fait ce framework-là pour le rendre plus accessible et intégrer des nouvelles choses. Parmi ce qu'ils ont intégré notamment, c'est toute une spécification d'API qui s'appelle Keras, qui est à la fois une implémentation, à la fois des spécifications, qui vont venir un petit peu standardiser des API haut niveau autour de ce framework-là. Alors c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas redéveloppé quelque chose par-dessus, ils se sont basés sur un standard, et donc on commence à un petit peu avoir de convergence sur ces frameworks et ces API-là. Voilà. C'est plutôt bien vu. Bon, j'en reste là pour la partie technique plutôt développeur. Il y a d'autres annonces qui étaient intéressantes là-dessus, plutôt sur la démarche qu'ils ont autour de la partie apprentissage automatique et surtout la partie collecte des données. Parce que vous le savez, quand on a besoin quand on crée comme ça des réseaux neuronaux, on a besoin derrière d'entraîner ça sur des jeux de données, et pour que ça marche bien, il faut beaucoup de données. Voilà, donc on a besoin de collecter beaucoup de données. Ouais, j'ai noté, on va en parler justement en parallèle avec ça. Et du coup, ils ont parlé d'un autre système qui s'appelle TensorFlow Federated, dont le principe est de se dire, on est en train de travailler pour ramener tout ce travail d'intelligence au plus près de l'utilisateur. On parle de edge computing, de rajouter de la puissance au plus proche de l'utilisateur. Ils se disent, ce qu'on cherche à faire, c'est à pré-travailler la donnée localement, donc, tu vois, sur ton appareil, sur ton mobile, sur ton PC, et en fait n'envoyer que le traitement déjà fait. Donc sur des réseaux neuronaux, par exemple, ça va être le fait que tu vas collecter les données localement et entraîner ton modèle localement, et au final, tu vas n'envoyer que la version de ton modèle que tu as entraîné vers le cloud, vers Google, qui va du coup le fusionner avec les autres. Il va créer, si tu veux, un super réseau neuronal qui va agréger plutôt les éléments qu'il a déjà pré-mâchés, à l'inverse de collecter et agréger toutes les données principales. Donc ça, c'est super intéressant. Merci Charlie. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ça rejoint une autre démarche aussi, qui est le TensorFlow Privacy, donc pour la vie privée. Et en fait, en même temps que pré-mâcher les données et n'envoyer que le résultat du traitement complet, ils se disent, il y a peut-être un milieu intermédiaire qui est de se dire, plutôt qu'envoyer toute la donnée brute, en disant, qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée, qu'est-ce qui va nous être utile derrière, et bien en fait, il propose d'extraire de cette donnée ce qui est vraiment utile et ce qui va déjà donner des schémas généraux dont les différents critères seront utilisés par les réseaux neuronaux. On imagine par exemple que si on a un réseau neuronal qui va juste être capable de dire si une personne est heureuse ou pas heureuse, enfin si elle sourit ou si elle est triste, voilà, sur une image, il n'y a peut-être pas besoin en même temps d'envoyer sa couleur de peau, tu vois, ou si c'est un homme ou une femme. Voilà. Donc l'idée c'est plutôt qu'envoyer toute la photo et puis dire on fera l'analyse dans le cloud, c'est de se dire on va juste peut-être envoyer une pré-analyse qui est juste la position des yeux et de la bouche et tout ça.
Voilà, donc c'est ce travail-là qu'ils font, et ils sont vraiment en train de découper un petit peu l'usage qui est fait autour de la construction de ces algorithmes d'apprentissage, et du coup de limiter un petit peu l'impact qu'il y a sur la collecte des données. Voilà. Alors c'est hyper intéressant comme démarche parce que toute la problématique de vie privée et de collecte des données, on en a parlé encore dans cet épisode, on va en parler juste après, justement avec le scandale de IBM, mais ils essaient de travailler là d'un point de vue technique à concilier en fait la collecte des données, parce qu'il y a quand même besoin de beaucoup de données, avec la vie privée. Voilà, donc avec le fonctionnement nécessaire dont les algorithmes d'apprentissage automatique ont besoin. Donc c'est vraiment, vraiment super intéressant comme démarche. Alors oui, le scandale d'IBM qui a scrappé complètement Flickr. Ça, c'est pas mal. Ils ont construit un algo pour la diversity in faces, donc pour travailler sur les biais cognitifs dans la reconnaissance d'image, de reconnaissance faciale en fait, par rapport au fait que on ne traite pas la diversité là-dessus. Donc ils ont balayé tout Flickr pour collecter un maximum d'images qu'ils ont eux-mêmes taguées en fait. Ils sont allés les taguer, les annoter pour inclure notamment la géométrie du visage, la couleur de peau et d'autres trucs, j'ai pas noté. Et ce qui est marrant, c'est que du coup les photographes, et notamment les photographiés, n'ont pas donné leur accord là-dessus. Et oui, ils n'ont pas donné leur accord pour qu'on utilise leur image, et encore moins que ce soit intégré dans des algorithmes d'apprentissage automatique dédiés à la reconnaissance faciale. Propre. Voilà. Bon, après, il faut savoir que tout le contenu qui a été publié était quand même sous la licence Creative Commons. Donc, il risque d'y avoir une petite bataille juridique intéressante là-dessus, sur qui aura raison. Voilà. Bon, je mets ça de côté sur IBM, on continue les annonces, puisqu'il y a d'autres choses. La semaine dernière, dans le BITS 112, on vous parlait de Activation Atlas, qui est ce principe, donc des chercheurs de chez Google encore, qui ont travaillé sur des moyens de comprendre et d'analyser comment les réseaux de neurones vont travailler à la reconnaissance d'images. Voilà. Mais ça fait partie en fait de ces annonces-là, et ça va être fourni par Microsoft comme un outil complémentaire dans son catalogue d'outillage autour de la reconnaissance d'images. Voilà. Et le dernier point que je voulais souligner, j'ai oublié de présenter ça. Voyez, donc ça c'est le TensorFlow Federated. Voilà, donc chacun des devices en fait va travailler, donc ça c'est l'image A, va travailler à s'entraîner localement à reconnaître les images, et mis tous ensemble, avec le petit device C à côté, ils vont envoyer le résultat de leur traitement pour le fusionner dans l'agrégation qui est traitée sur la lettre B. Voilà. La lettre B. Le schéma, la lettre B. Voilà. Privacy, c'était ça, donc tout à fait, d'envoyer les données mais masquées déjà traitées, et surtout le dernier sujet, donc qui est Coral, qui est ça, puisque du coup on parle de edge computing, donc du traitement à la source, et bien ils ont proposé différents matériels pour améliorer le traitement des réseaux neuronaux notamment en local, plutôt qu'avoir des gros serveurs avec des gros CPU, des gros GPU derrière. Alors il y a plusieurs choses là-dessus, il y a une carte de développement, donc une dev board qui est celle que vous voyez avec le petit ventilateur, qui est une Coral board je crois, et un stick USB, donc une clé USB de type compute stick, que vous voyez debout là à côté, qui va venir se brancher en USB sur n'importe quelle machine, et qui va devenir une extension, une carte d'extension, si vous voulez, un coprocesseur dédié au machine learning, voilà, et qui contient dedans un processeur TPU, un Tensor Processor Unit, donc un processeur dédié au traitement local des algorithmes d'apprentissage automatique. Il faut savoir que ces processeurs-là, ils sont quand même ultra méga plus balèzes que les GPU qu'on a. Parce que vous savez, actuellement, la plupart de ces algorithmes-là tournent sur des processeurs graphiques, pour la simple et bonne raison que ce sont beaucoup de traitements en masse de calcul de maths, et que les cartes graphiques sont extrêmement bien taillées pour faire du traitement en parallèle. C'est pour ça que Nvidia fait de... Voilà, notamment parce que les images... Tesla. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ces processeurs-là sont encore beaucoup plus rapides que ça, puisqu'ils sont encore dédiés à ces algos-là, donc ils vont encore plus loin. Voilà. C'est comme c'est comme pour l'encodage vidéo, finalement. Quand tu as un copros dédié au H265, voilà. Et ben, forcément, ça va beaucoup plus vite, même si tu as des CPU ou des GPU qui traitent rapidement la vidéo, ça va quand même beaucoup plus vite, puisque c'est vraiment dédié à ça, quoi. Exactement. Le GPU, ça reste quand même assez généraliste comme processeur. Voilà. Comme un CPU d'ailleurs, mais pas sur le même type d'architecture. Parlons de Nvidia, justement. Du coup, la transition est toute vue pour parler d'Nvidia, puisque Nvidia a cassé sa tirelire pour s'acheter Mellanox. Alors c'est encore une petite news industrie, mais c'est intéressant parce que vous voyez que les grands avancent leur pion là-dessus. Alors Mellanox, c'est quoi? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception de puces réseau, et notamment dans l'optimisation des flux réseau.
Voilà. Alors, ils ont quand même cassé bien leur tirelire, puisqu'ils ont rajouté 1 milliard de plus qu'Intel, qui souhaitait les racheter également. Donc, ils sont passés de 6 milliards à peu près 7 milliards de dollars pour les racheter. Très bien. Ce qui est quand même un bon saut en avant. Donc, ils ont vraiment mis le paquet, sachant que Nvidia, ils avaient quand même un petit paquet de pognon qu'ils avaient amassé avec toute la vente de cartes graphiques pour les crypto-monnaies, notamment. Voilà. Alors, pourquoi ils ont racheté Mellanox? Mais en fait, dans le business de Mellanox, ce qu'ils font surtout, c'est l'optimisation de flux réseau, donc sur Ethernet et infiniment, mais autour de la diffusion en continu. Donc ils conçoivent notamment du matériel qui vont améliorer les débits et l'efficacité pour la diffusion globale sur les réseaux. Voilà. Et en fait, Mellanox était un des derniers acteurs qui travaillait là-dessus, qui était indépendant. La plupart des autres ont déjà été rachetés et intégrés dans d'autres grands groupes, donc c'était globalement le dernier qui était possible d'atteindre avec l'argent qui était encore à dispo dans les poches de chez Nvidia. Voilà. Et donc en fait, faut savoir qu'Nvidia, il travaille beaucoup sur l'encodage GPU et sur tout ce qui est streaming, et bien Mellanox, ils interviennent également là-dessus, puisque la stratégie en fait d'Nvidia, c'est d'aller vers la diffusion sur autre chose que votre écran et votre carte graphique de l'image, c'est d'aller plus loin sur le streaming, donc en local, avec la Shield notamment, on peut aller streamer des jeux de son PC, avec le GeForce Now, on peut aller streamer des jeux depuis des data centers, et bien tout ça en fait, ça constitue la cible en fait pour Nvidia, qui est d'optimiser, de travailler là-dessus. Et donc du coup, Mellanox, ça rentre complètement dans cette démarche-là, d'aller vers le streaming, et ça va être notamment une clé, une vraie grosse valeur ajoutée pour optimiser les flux de l'encodage vidéo des jeux sur le data center, de votre PC sur votre télé dans le salon, de votre téléphone si vous voulez vous connecter sur votre PC, sur le machin, etc. Donc c'est vraiment une bonne démarche, et c'est un truc dans lequel Nvidia a déjà embarqué en fait. Il est déjà embarqué là-dedans, mais ça va vraiment permettre d'optimiser ça. On pense aussi à Shadow, qui a longtemps mis en avant sa technologie d'optimisation de streaming, d'input et tout ça, mais ça fait partie de ces sujets-là. Voilà, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Pas mal. À suivre. D'ailleurs, en parlant de streaming, à croire que ces news ont été ordonnées parfaitement bien, c'est incroyable. C'est fou, hein. On va parler de l'avancement du jeu en streaming, puisque, encore une fois, tout le monde avance ses pions dans ce marché-là, qui est en train de se redéfinir, le jeu vidéo en ligne et le streaming de jeux, puisque Google et Facebook, Google et Microsoft ont chacun un petit peu commencé à communiquer, à teaser sur leur avancée. Alors vous savez, chez Microsoft, il y a le projet xCloud, et chez Google, il y a le projet Stream. Donc Microsoft a fait la démo de ça. Voilà. Wow. Donc, lors de leur événement Inside Xbox, ils ont montré donc donc vous voyez Forza Horizon 4 qui tourne sur un smartphone Android, et le tout est streamé depuis les serveurs Azure, donc de chez Microsoft. Et en plus une manette Xbox One connectée en Bluetooth directement sur le téléphone. Donc là, un combo ultime qui vous montre un petit peu la possibilité de ce que proposera la plateforme xCloud de Microsoft pour jouer en mobilité, en tout cas proposer d'autres manières de jouer aux jeux qu'il développe. Voilà. Nico dit ouais, démo, apparemment ça ressemblait presque à de la vidéo préenregistrée. Oui, alors il faut savoir que les présentations Microsoft, elles sont quand même ultra méga préparées, et surtout sur des sujets comme ça. Donc en général, ça peut être une démo, mais ça aura l'air même d'une vidéo, tellement c'est vraiment cadré. C'est-à-dire que tu dois vraiment, c'est calibré, c'est ça, c'est le mot, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu fasses exactement ça. Et en général même, ils ont, qui c'est qui m'expliquait ça, je sais plus, ils ont d'autres, en backstage, ils ont le même matériel qui est utilisé avec une même personne qui reproduit les mêmes mouvements, et s'il y a le moins de problèmes sur le matériel, ils basculent en fait sur une autre diffusion. Ils font ça pour les présentations, notamment dans les keynotes et tout ça. Voilà. Bref. Oui, elle avait une Apple Watch, oui. Peu importe. Tu as eu l'œil. Microsoft a également expliqué que pour eux, c'est pas, ça n'est pas un remplacement des consoles. Donc, ils souhaitent un petit peu ménager ça, c'est-à-dire que pour eux, les consoles vont continuer d'exister, mais ça sera plus un matériel qui sera utilisé comme un média, un vecteur de diffusion en fait du contenu, et ils vont plutôt chercher à diffuser le contenu au maximum d'endroits et le porter un peu partout en fait, transporter le jeu partout, et que tu puisses avoir une expérience où tu vas jouer chez toi sur ta console, puis en mobilité sur ton téléphone, puis sur ton PC, sur ton Mac et tout ça, ta tablette, en fonction de ce que tu as sous la main, mais que tu puisses avoir le jeu disponible partout. Voilà. Ouais. Ça rejoint toujours la démarche et la réflexion qu'on a sur le service qui prévaut au-dessus du hardware, qui devient juste la plateforme pour supporter le service. C'est ça. Et la Switch est une plateforme pour ça qui est top. Exactement, la Switch c'est un très bon usage puisqu'elle est à la fois dans ton salon et en mobilité.
Et c'est bien pour ça qu'ils ont choisi de s'associer avec. avec Nintendo pour venir proposer également Non, c'est juste xCloud idéal. dessus. C'est franchement, ce qui se passe en ce moment dans le marché du jeu vidéo, c'est hyper intéressant. Voilà. Et du coup, d'autres acteurs qui ne sont pas encore vraiment dans le jeu vidéo viennent s'y engouffrer, Google avec son projet Stream, puisqu'ils ont annoncé, alors ils ont teasé plutôt, puisqu'il y a la GDC bientôt, la Game Developer Conference, dans laquelle Google sera présent, et ils ont teasé un petit peu qu'ils vont vous présenter, ils vont vous inviter à découvrir une nouvelle façon de jouer. Waouh. Voilà. Alors on sait, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Google travaille sur ce projet depuis un petit moment, qu'ils ont des manettes en cours de développement, ils n'ont pas encore présenté. On a vu aussi récemment qu'ils ont embauché une vétérante du jeu vidéo, donc Jade Raymond, qui va devenir vice-présidente de quelque chose, d'une division qui a priori n'existerait pas encore. On imagine une division qui ressemblerait un petit peu à celle de Microsoft, hein, chez celle de Xbox. celle de Xbox, pardon, chez Microsoft, tout à fait, merci. Et donc cette personne-là, donc Jade Raymond, qui est une ancienne en fait de chez EA et Ubisoft, et elle a notamment été Google Game, GG. GG, c'est pas mal ça. It's in a game. C'est Et ça. ça va bien parce qu'elle vient de chez EA notamment. Voilà. Elle a été notamment executive producer sur Assassin's Creed 2. Donc voilà, Oui. c'est pas n'importe qui. Donc ils y vont vraiment, Google, ils font pas semblant. Donc Ils j'attends. prennent des vrais gens qui sont capés dans le jeu vidéo. Ouais, exactement. Je suis impatient de voir un petit peu ce qui va être annoncé lors de la GDC par Google. Tout à En fait. tout cas, d'ici la fin de l'année, ça devrait pas mal bouger. Oui. Hein, Comme voilà. dit Nico Poppy, vivement le 3. C'est vrai qu'au-delà des annonces de jeux vidéo, on risque d'avoir des gros chamboulements dans l'industrie, quoi. Et je pense que la prochaine vague de plateformes, puisqu'en fait, ça sera pas qu'une vague de consoles, tu vois, ça sera Non. pas qu'une génération de consoles. Je pense qu'il là va y avoir une vague ça va redéfinir un petit peu l'avenir du marché du jeu vidéo, et on est sur un changement où on va vraiment voir là le streaming arriver. Là, t'as de nouveaux acteurs qui arrivent dedans, c'est incroyable, quoi. Ouais. Imagine Google acteur dans le jeu vidéo. Ouais, C'est, un j'aurais peu- pas parié là-dessus, quoi. Non. Microsoft qui fait un partenariat avec Nintendo pour proposer le xCloud sur la Switch. Enfin, c'est complètement incroyable. C'est fou, ouais. C'est assez fou. Donc, comme dirait Yam, comme disait Cédric ce matin, avec un Chromecast dédié aux jeux vidéo, ça peut faire mal, ouais. Imagine un nouveau Chromecast compatible manette, machin et tout ça, laisse tomber, quoi. Ben, la Shield, elle va être parfaite. Oui, Parce non, que quand je dis, non, mais imagine que Oui. Google te vende Si un eux petit produisent truc en un HDMI matériel. à la con que Ouais. tu branches derrière, qui vaut 30 balles pour te connecter au service, et tu connectes tes manettes et tout ça, et c'est transparent pour toi. C'est clair. T'appuies sur un bouton, t'as un menu qui s'affiche, tu choisis ton jeu, tu joues. Enfin, Bah oui, la magie, quoi. c'est clair. Là où je trouve qu'il y a Apple qui a un peu raté le coche, c'est qu'avec l'Apple TV, ils auraient pu tellement faire ça, en fait. Mais oui. Et je pense mais je pense que le jeu vidéo les intéresse pas, en fait. Non. Et c'est dommage parce qu'ils auraient vraiment pu s'y engouffrer au même titre que. Non, mais après, que Google. rien n'empêche demain d'avoir xCloud qui débarque sur Apple TV en tant qu'application. Enfin, tu vois, c'est pas interdit. Les manettes sont connectables et tout, donc il n'y a pas de raison, quoi. Ça me semble moins évident quand même. Hein. Je sais pas, hein. Écoute, je mettrais pas ma main à couper. Tu crois Sur le qu'il fait pourrait... que ça n'arrive pas, tu vois. Ouais, Ouais. bah, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas dit non, mais ça serait. Ah, pour le coup, ça serait vraiment bien joué également. Là, il serait sur toutes les box, on va dire les smart box qu'on Ouais. a sous la télé, quoi. Ouais. Bien. Et bien voilà. À part le fric d'Apple, de toute façon. Mais justement, C'est vrai. il y a moyen de faire du fric dessus. Oui, bah, clairement, le jeu vidéo, c'est le premier marché du divertissement au monde, en Waouh. termes de pognon. Donc, Devant le cinéma et tout, quoi. devant tout le reste. Donc, il y a moyen d'aller chercher de l'argent là-dedans. Hein. Allez, on termine. On va parler de pognon, justement. On va parler de Tipeee. N'hésitez pas à nous soutenir sur tipeee.com/Studio Renegade. C'est important. STD Renegade. STD Renegade, c'est très important. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, si vous aviez annulé votre tip pour basculer sur l'opération 500, il est temps de revenir sur Tipeee. Parce que voilà, Tipeee en termes de commission, c'est beaucoup plus intéressant pour nous que le sub. Mais voilà, après si vous êtes Twitch Prime, n'hésitez pas à sub, ça c'est Les tout deux, bénef, les deux, hein, mon capitaine. tout bénef. Voilà, mais ça nous aide beaucoup pour payer le studio et tout ça, entre autres. Donc on va traverser quelques périodes un peu houleuses là, puisqu'on va avoir du renouvellement de matos forcé dans les jours même qui viennent. Donc voilà, si le Tipeee remontait, ça serait pas mal. Sinon, vous nous retrouvez sur Twitter, @ChrisKamikas pour toi. Voilà, et @Cédric Bonnet pour moi, c'est dans l'ordre. Parfait, c'était bien C'est fait. merveilleux. Et sur studiorenegade.fr, vous avez toutes les infos sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Vous avez l'agenda et tout ça. D'ailleurs, juste après nous, dans 2 minutes, vous retrouverez Charlie avec Apex Legends pour ceux qui nous suivent
en direct. Pour ceux qui nous suivent en différé, ça ne veut rien dire pour vous, mais c'est merveilleux. Faut venir Voilà. sur les live Twitch, venez. Exactement. Le mercredi à 20h. Voilà. Allez, on va rendre l'antenne du coup. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao.